Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle escapade des cultures. Aujourd'hui, la 7e production vous propose de découvrir les Alpes du Sud, une région magnifique préservée de tout urbanisme comme vous pouvez le voir juste derrière moi. Nous y ferons de belles rencontres, alors mettez votre crème solaire, vos lunettes de soleil et votre chapeau, c'est parti entre monts et vallées. Premier arrêt de cette escapade des cultures, on se retrouve à Villecroze. Juste derrière moi, vous pouvez l'entendre, sa fameuse cascade qui culmine à 35 mètres de haut. Bon, par contre, ne buvez pas l'eau, elle est très chargée en calcaire, elle a d'ailleurs creusé la roche. Mais le plus important ici, ce sont ces grottes que l'on va voir tout de suite. Formées il y a 700 000 ans, les grottes de Villecroze sont le résultat de la calcification des végétaux par la cascade qui recouvrait la falaise. Leurs premiers vrais propriétaires furent les moines bénédictins de l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Ils s'en servaient comme un lieu de refuge en cas de razzia durant le Moyen-Âge. Un peu plus tard, au XVIe siècle, le seigneur Nicolas d'Albertas en devint le détenteur. Vers 1566, il entreprit des travaux afin de fortifier le site en cas de siège, événement assez courant à l'époque. Bref, c'est vraiment grâce à lui que les grottes ont la forme qu'elles ont aujourd'hui. Justement, elles comprennent 7 salles. La grande salle, qui est l'entrée principale de la grotte, la salle de séjour, très lumineuse dans laquelle se trouvait notamment la cheminée, la tour de guet, pièce très humide située derrière la cascade où l'on peut admirer le panorama, la réserve qui permettait de conserver les aliments, la basse-cour utilisée, vous vous en doutez, comme abri pour les animaux destinée à l'abattoir pour le seigneur, la salle des colonnes considérée comme la merveille des grottes et qui tire son nom des stalactites de 6 mètres de haut qu'elle abrite. Et enfin le lac qui anciennement assurait la survie des locataires de la grotte en leur fournissant de l'eau potable. Aujourd'hui, les grottes appartiennent à la commune et font partie des sites naturels classés de France. Je vous propose maintenant de retrouver un peu la clarté du soleil et vous diriger vers une autre étape incontournable des Alpes du Sud, Régus. Et on se retrouve devant les moulins de Régus en compagnie de Christian, qui est le président de l'association des moulins de Régus. Bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous un peu de ces moulins qui à première vue nous frappent par l'épaisseur des murs. Ah, c'est le moulin provençal typique. D'accord. Autour de 6 mètres de diamètre, 6 mètres de haut et 1 mètre d'épaisseur. Quand le moulin est en fonction, il y a tellement besoin de puissance, il faut vraiment quelque chose de très solide. Les ouvriers de l'époque ont créé ces moulins de cette façon-là. Et on a vu, quand on a visité l'intérieur, les bois qui ont été sélectionnés justement pour les faire fonctionner sont spéciaux, c'est ça? Il y a 5 essences nobles, on va dire. D'accord. Le chêne, du chêne partout. Les ailes, c'est du chêne. La poutre principale, l'arbre principal, c'est du chêne. Toute la poutraison, c'est du chêne. Après, on va trouver d'autres essences moins nombreuses, qui sont le cormier, qui est un poirier sauvage, très très dur. Le hêtre, pour les dents de la grande roue que vous avez vue à l'intérieur. L'orme, pour ses secteurs. Et le toit. Le toit, c'est du cèdre. Un matériau imputrescible, qui ne se déforme pas, qui résiste aux nuisibles, très léger. Ça fait 26 ans que c'était refait, ça n'a pas bougé. 26 ans donc Ça a commencé en 1990. D'accord. Hein. Les premières années, ce sont des chantiers de jeunesse qui ont nettoyé le site. Et à partir de 95, il y a eu des appels d'offres. Un lot maçonnerie, un lot charpente. Et là, c'est un compagnon, un maître charpentier qui a en fait le boulot et qui a retrouvé des plans qui datent de 1640. Toutes les essences qu'on met à l'intérieur correspondent à ce plan. Et il a fallu 6 mois pour réhabiliter ces matériels, pour qu'on puisse aujourd'hui refaire de la farine dans les moulins de Régus. On fait encore de la farine aujourd'hui? On fait toujours de la farine. D'accord. À titre démonstratif, on n'a aucune version commerciale, mais on montre aux gens, aux écoles, on fait venir des écoles, on fait venir des lycées agricoles avec des filières B pour leur montrer comment on faisait dans le temps. Donc, ce qui permet donc aux jeunes de découvrir ces mécaniques. L'origine des moulins de Régus est encore imprécise. On parle d'une construction autour du 15e-16e siècle à peu près. Les seuls éléments qui attestent de leur existence à cette époque sont des actes recensant la présence d'un moulin vers 1565 et d'une rue allant au moulin vers 1687. Le fonctionnement des moulins est assez atypique. Déjà, le toit peut être manœuvré afin que les ailes soient toujours sur la bonne direction, donnée par la girouette placée au plus haut. Bon, rien d'électrique là-dedans. Pour pouvoir pivoter, il faut prévoir 5 à 6 personnes.
Le meunier pouvait verser jusqu'à 50 kg de grains dans le trémis, qui est juste le mot savant pour parler des 2 meules de pierre qui broient le blé. Bref, le grain passe par plusieurs étapes avant d'arriver au tamisage, ce qui nous donne le parfait élément de base du pain. Eh bien merci Christian pour ces explications très intéressantes. Je crois que vous avez un site, un lien pour vous retrouver. Oui, tout à fait. Tous les gens qui veulent connaître les moulins et savoir à quel moment on les voile peuvent aller sur notre site, les amis des moulins de Régus.fr, sur lequel il y a toutes les informations depuis la restauration jusqu'à toutes les fêtes, avec les photos qui vont. Après avoir découvert comment nos ancêtres produisaient leur farine, je vous propose d'émerveiller vos yeux avec l'or mauve de Provence. Direction le plateau de Valençol. Nous voici à présent au plateau de Valençol, un espace d'à peu près 800 km² où l'on cultive à la fois des céréales et de la lavande depuis le 19e siècle. Contrairement à ce que l'on peut croire, le plateau de Valençol n'a pas toujours été rempli de lavande. Au 19e siècle, c'étaient les amandiers qui étaient majoritaires et l'on y cultivait déjà du blé. Alors pourquoi la lavande en Provence? Le climat favorise sa grande productivité. La culture de la plante s'est progressivement bien accentuée et on a vu apparaître le lavandin il y a à peu près un siècle, suite à la Première Guerre mondiale. Vous vous demandez certainement qu'est-ce que le lavandin? Eh bien c'est un hybride qui a un meilleur rendement, mais dont la qualité olfactive est moindre que la lavande. Vous le savez, l'intérêt de la lavande, c'est l'huile essentielle qu'on en retire et qui sert après dans la parfumerie, la savonnerie, etc. Sur le plateau de Valençol, elle est récoltée en général de mi-juin à mi-août. Les champs sont laissés en libre accès toute l'année, chacun peut tenter de les traverser en évitant les guêpes et les abeilles. Faites juste attention où vous marchez et aux lavandiculteurs. Mais bon, normalement la moissonneuse se remarque de loin. Mais qui dit plateau de Valençol dit bien sûr Valençol. Et ça tombe bien car c'est notre prochaine destination. Nous avons quitté les champs de lavande pour le vieux village de Valençol. À côté de moi se trouve l'église Sainte-Blaise, une église qui date du XVIIIe siècle et qui a été construite à l'époque où Valençol comptait 4000 habitants. En se baladant dans les ruelles, on remarque que ce village a conservé un réel aspect médiéval. D'ailleurs, concernant l'époque du Moyen-Âge, Valençol a vu naître un grand nom de la chrétienté, Saint Mayol. Ça vous dit sûrement rien, mais il était conseiller du roi Hugues Capet, fondateur de la plus grande dynastie de rois de France. On lui a aussi proposé le siège de pape, qu'il a refusé. Bref, je m'arrête là pour éviter une vidéo de 3 heures. Quoi qu'il en soit, le charme de la ville s'apprécie véritablement si l'on y passe un moment entre rues pavées et bâtiments iconiques. Enfin, ça c'est valable pour tous les villages de Provence, et notamment pour le prochain, Saint-Martin-de-Brome. Nous nous retrouvons à présent à Saint-Martin-de-Brome, juste derrière moi, la tour de l'horloge d'une hauteur d'à peu près 23,50 m de haut, qui est aussi surnommée la tour des Templiers, mais pourtant jamais aucun Templier n'y a mis les pieds. Cette tour était en réalité un donjon appartenant à la famille des Castellanes, une famille très célèbre et très connue en Provence, notamment pour la ville qui porte le même nom. En fait, Saint-Martin c'est typiquement le petit village de Provence niché entre les hauteurs et qui a encore gardé toute son histoire. Pour vous dire, il doit y avoir environ 300 habitants au maximum. Au Moyen-Âge d'ailleurs, il était déjà relié à d'autres communes, tout comme aujourd'hui. En témoigne son église, ancien monastère des moines de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille, les mêmes qui ont occupé les grottes de Villencroze. Je vous propose maintenant de découvrir un autre village, encore plus proche du lac de Sainte-Croix, direction Riez. Nouvelle étape de notre escapade des cultures dans les Alpes du Sud. Nous sommes à Riez, au pied de 4 colonnes romaines datant du 1er siècle et de près de 7 mètres de haut. Bon, elles ont été placées là, mais on ne sait pas trop pourquoi, certainement pour un temple dédié à Apollon. De petite taille, le temple adopte une forme tétrastyle, qui signifie plus communément une colonnade de 4 colonnes. Ce type de portique était typiquement utilisé par les Grecs pour des temples de petite dimension et fut largement adopté dans tout l'Empire romain. Remarquablement conservé, l'édifice est classé au monument historique depuis 1840.
Découvrons à présent le berceau de la faïence à Moustier-Sainte-Marie. À présent, escale à Moustier-Sainte-Marie en compagnie de la petite fille de Michel Blanc. Oui, bonjour. Bonjour. Donc du coup, je suis la 3e génération de faïenciers, donc de l'atelier Michel Blanc. Et on fait la faïence à partir de l'argile qu'on façonne et après qu'on décore, qui devient la faïence de Moustier avec des décors traditionnels, donc il y en a à peu près une quinzaine, et aussi des décors plus contemporains que j'ai apportés un petit peu... En rentrant dans la boutique. C'est ça, voilà. On m'a laissé un peu m'exprimer. Et la faïence, c'est quoi proprement parler? Est-ce que c'est de la terre? Est-ce que du sable? Avec quoi elle est faite? C'est une base d'argile rouge. Enfin, la faïence de Moustier, c'est vraiment de l'argile rouge qu'on cuit, donc ça devient le biscuit. Et après, on l'émaille avec un émail blanc opaque et on le décore. Et après, on recuit. Et la faïence, c'est vraiment cette étape de mettre de l'émail où on décore dessus. C'est ce qui fait... Et l'émail, elle est faite naturellement? L'émail, en fait, c'est... Enfin, nous, quand on le fait, c'est dans un bac. D'accord. Ça devient poudreux quand ça se dépose sur la terre. En fait, la terre boit l'eau de l'émail et ça devient poudreux. Et quand on le cuit, en fait, ça fait un peu comme du verre. Ça se vitrifie, en fait, et ça emprisonne le décor à l'intérieur. D'accord. Et la faïence de Moustier-Sainte-Marie, sa particularité, c'est qu'elle est blanche, c'est ça? C'est ça, la faïence de Moustier est sur fond blanc. D'accord. Et on me parlait, au fil des recherches qu'on a pu faire sur votre boutique, qu'il y avait un rapport avec Louis XIV et la faïence de Moustier-Sainte-Marie. Oui, alors Louis XIV, c'est un peu celui qui a fait connaître la faïence de Moustier. Donc c'est à partir de lui que ça a commencé. Donc c'est le décor tout bleu, le décor à la Bérin, ça s'appelle. D'accord. Et c'est à partir de là que ça a commencé réellement le Moustier, parce que tout le monde voulait faire à peu près comme le roi. Et là, ça a créé vraiment un réel essor au niveau du Moustier à partir de ce décor tout bleu. Merci pour ces informations et je crois qu'on peut vous retrouver sur internet ou sur les réseaux sociaux. Oui, alors j'ai le site internet qui s'appelle Atelier Faïence Moustier et on est aussi sur Facebook et Instagram au nom d'Atelier Blanc Michel. Louis XIV, pour financer ses nombreuses guerres, avait fait fondre toute la vaisselle en or et en argent. Pour l'en remplacer, il s'est tourné vers la faïence de Moustier-Sainte-Marie car sa qualité n'avait aucun égal. C'est ainsi que le petit village des Alpes de Haute-Provence fut connu dans tout le royaume de France et qu'une demande s'est accrue pour cet art traditionnel. En 1981, Moustier-Sainte-Marie est classé parmi les plus beaux villages de France. Comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de monde à Moustier-Sainte-Marie, enfin beaucoup de touristes. Mais l'hiver, il faut savoir qu'ils sont 700 habitants à vivre dans ce cadre qui est magnifique. Porté par une chaîne de 135 mètres de long, dressée entre deux rochers, l'astre de 10 branches de Moustier-Sainte-Marie inquiète toujours les visiteurs. On recense 17 légendes autour de l'étoile de Moustier. De quoi rendre sceptique le plus poète des randonneurs habitué aux contes et merveilles de cartes postales. En replongeant dans l'histoire, on découvre que la première mention de l'étoile date tout de même de 1636. Faute d'explications réfutables, la croyance populaire va petit à petit prendre le dessus. On évoque un ex-voto donné en remerciement de quelques vœux exaucés, des femmes éplorées, des nobles guerriers, des histoires d'amour proches de Roméo et Juliette, ou encore l'étoile lirée Moustier-Sainte-Marie au roi mage. Mais si vous parcourez les rues du village de Moustier et demandez à ses habitants d'où vient leur bonne étoile, leur réponse sera certainement unanime. L'étoile aurait été posée par le seigneur de Blacas, croisé capturé par les Sarrasins lors de la 7e croisade. Bref, à chacun sa légende, mais personnellement, ce mystère me fascine. En route pour la dernière étape, allons aux Salles sur Verdon. Avant-dernière étape de notre escapade des cultures, nous nous retrouvons aux Salles sur Verdon, un petit village dont l'histoire est entièrement liée au lac de Sainte-Croix, qui l'a englouti en 1974. Actuellement, et ici, nous sommes dans le nouveau village, dont la fontaine juste derrière moi a été reconstruite en partie avec les pierres de l'ancien village. Je précise que les images que nous vous montrons sont celles du nouveau Salles-sur-Verdon. L'ancien village ayant été totalement immergé en 1974 à la suite de la mise en eau du barrage. Ah, il y en aurait à raconter des histoires sur ce barrage. Je vous donne sans doute la plus poignante. En parlant de mise en eau justement, il y a divers témoignages de personnes assez âgées
et qui ne voulaient pas partir de chez elles. Elles se sont vues rester jusqu'au dernier instant et se sont faites évacuer par les gendarmes tout en voyant l'eau monter inexorablement dans leur maison. Aujourd'hui, cet épisode reste toujours ancré dans la mémoire des habitants, même si la beauté et la popularité du lac ainsi créé tend à l'estomper peu à peu. Et bien voilà, c'est ici que notre escapade des cultures s'achève au bord du lac de Sainte-Croix. J'espère qu'elle vous a plu, que les Alpes du Sud vous ont émerveillé comme elles nous ont émerveillés. Nous avons fait des rencontres merveilleuses et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine fois. En attendant, suivez-nous sur les réseaux et à très bientôt. Oh putain, l'autre il commence à tondre la pelouse. Au pied de 4, il y en a combien 4 500 habitants dans un cadre magnifique. C'est 700, c'est dommage, c'était bien. On est où là? Que dire de mieux que de vivre dans ce cadre magnifique à l'année? Et mon vieux